BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Le projet de loi de finances rectificative en discussion à l'Assemblée nationale. Le texte intègre notamment le financement des mesures en faveur du pouvoir d'achat, ainsi que d'autres mesures comme la suppression de la redevance audiovisuelle. On va en parler avec Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez candidate à la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée. J'imagine que vous regardez ces débats avec un œil particulier. D'abord, un commentaire sur la taxe sur les super profits des entreprises. Un amendement avait été déposé, il a été rejeté de justesse. Vous étiez favorable à cette taxe? Oui, bien sûr. Mais écoutez, nous, depuis avril 2020, quand je dis nous, c'est l'ensemble des députés socialistes et apparentés, nous demandons au gouvernement de faire une conférence sur le financement de la crise sanitaire. Bon, là, à cette crise sanitaire se rajoute la crise sur l'inflation. Tous les pays se posent la question du financement, sauf la France. Donc là aussi, il y a quand même un mystère absolu qui existe, de savoir pourquoi le gouvernement ne refuse d'avoir un débat sur le financement. L'Espagne taxe les super-profits. L'Italie, qui avait comme Premier ministre Mario Draghi, que personne ne pourra considérer comme un gauchiste dangereux, taxe les super-profits. Avait même un taux à 10%, l'a fait passer à 25%, de manière temporaire. Bon, pourquoi est-ce que la France refuse de le faire? Le Royaume-Uni va le faire. La France a choisi une voie différente. Elle demande aux entreprises de la bonne volonté. Total a répondu présent la semaine dernière. Et l'armateur CMA-CGM aussi. Chacun doit être dans son rôle. Le gouvernement et l'État organisent le cadre de la vie collective et les entreprises s'inscrivent dedans. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, ça veut dire que l'État s'affaiblit, ça veut dire que l'État quémande. Et ça, ce n'est pas son rôle et ça le décrédibilise. Eh bien, je pense que le ministre de l'économie et des finances et de la relance s'est décrédibilisé en refusant cette taxe sur les super-profits que, je répète, Mario Draghi, qui n'est pas un super-gauchiste, a mise en place en Italie. C'est inouï ce qui se passe en France, qu'on refuse d'avoir un débat sur le financement et sur l'impact de la hausse de l'énergie, et qu'on refuse aussi de mettre à contribution les entreprises. Jeudi prochain, le groupe Total Énergie va publier ses résultats du premier semestre, et déjà publié ceux du premier trimestre qui ont fait apparaître 9 milliards de résultats nets sur le premier trimestre. Donc cette question-là, elle se pose et nous sommes légitimes pour la poser. Et je regrette que le gouvernement soit timoré à ce point-là. On rappelle que Total a annoncé en fin de semaine une prime pour faire baisser le prix des carburants de 20 centimes à la pompe à compter du 1er septembre. L'État va contribuer également. La prime de 18 centimes par litre va être portée à 30 centimes au 1er septembre. C'est le rôle de l'État de compenser la flambée du prix des matières premières? Alors, il y a deux choses. Ce qui est le rôle de l'État, ce serait d'organiser le fait que on arrive à juguler l'inflation, notamment sur les carburants. Et ça pose la question d'une politique énergétique beaucoup plus globale et beaucoup mieux organisée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et le deuxième volet que vous mentionnez, c'est qu'effectivement l'État subventionne à hauteur de 18 centimes par litre, mais le fait sur la dette. Parce qu'il refuse la question, enfin le gouvernement actuel refuse la question du financement, donc tout va sur la dette. Et la dette, c'est vous, c'est moi qui la paierai après. Et nos enfants. Et nos enfants, et j'ai envie de dire, quels que soient les revenus des uns et des autres. Donc ça, c'est pas normal. Ça profite aux plus riches, ce rabais à la pompe. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique. Écoutez, moi j'avais proposé c'était en février dernier, une autre solution qui était de dire pour les 17 millions de Français qui sont contraints de prendre leur voiture chaque matin pour aller travailler, d'avoir un chèque énergie ou un financement de l'énergie. Aujourd'hui, vous êtes francilien, vous avez un pass Navigo. Et si vous êtes salarié, votre employeur vous en paye la moitié. Donc vous êtes sur des coûts de transport qui sont entre 35 et 40 euros par mois net. Moi qui habite dans le Tarn-et-Garonne, les personnes qui prennent leur voiture chaque matin pour aller travailler... Et qui souvent n'ont pas d'autre choix. Qui n'ont pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, notamment sur certaines communes, ont des factures de transport entre 250 et 300 euros par mois. C'est pas du tout la même chose. Et vous vous rendez bien compte que 250 à 300 euros par mois sur un salaire au SMIC, ça devient impossible. La suppression de la redevance audiovisuelle, elle fait également partie de ce projet de loi de finances rectificative. 3,7 milliards d'euros, ça c'est pour le volet financement. Vous étiez opposé, vous, à la suppression de la redevance. Est-ce que, à votre avis, ça menace l'indépendance de l'audiovisuel public ? Oui.
Oui, alors c'est pas que moi qui le dis. Les journalistes de France Télévisions le disent. Mais pas que le journaliste de France Télévisions. Vous prenez en Allemagne où il y a eu un débat un peu similaire. La Cour constitutionnelle a dit attention, il faut préserver l'indépendance du service public, en tout cas sur les médias. Pourquoi est-ce que ça préserverait l'indépendance d'avoir, quand vous avez une taxe affectée, ça va directement dans les caisses de France Télévisions, dans les caisses de Radio France, c'est fléché. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui va vous dire « Oh ben non, finalement, il y avait 1 milliard prévu pour eux, je vais leur en donner que 950 millions d'euros parce qu'ils auraient fait une émission qui ne m'a pas plu. » Mais là, on pourrait flécher une partie des recettes de TVA. C'est ce genre... Oui, mais... Pour un montant équivalent. Ce genre de débat, d'accord, sauf que c'est dans le budget de l'État, ça tombe dans le budget général, et qui décide sur le budget général, eh bien, c'est le gouvernement. Donc l'indépendance, elle est quand même fragilisée. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est quand même un peu fragilisée. Au moins, là, il y avait un fléchage très clair, une taxe fléchée, on sait exactement où elle va. La question qui se pose aujourd'hui, c'est où l'État va-t-il trouver les 3,7 milliards ? Il dit, je vais mettre un bout de TVA. Très bien. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à qui il enlève ce bout de TVA? Ça, il ne l'a pas dit. Ça veut dire aussi qu'il compte, c'est un petit peu malhonnête, parce qu'il se dit les prix augmentent, donc la TVA fait rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Et qui c'est qui paye? Eh bien, c'est les Français. C'est toujours les Français qui payent. Donc ce débat est quand même assez hypocrite et il fragilise le financement de France Télévisions, de Radio France, des médias publics. Trahison, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce week-end, les députés Horizon du parti d'Édouard Philippe ont voté contre la majorité présidentielle. Ils ont accordé le financement de 4% aux collectivités locales, 4% de la hausse du RSA, qui permet aux collectivités de compenser cette hausse. Ça n'était pas attendu, cette trahison. Mais je ne sais pas si... Le mot trahison est sans doute un peu fort. Les députés sont libres. Et le groupe Horizon, je pense que c'est d'ailleurs le slogan d'Édouard Philippe, loyal et libre, ou libre et loyal, je ne sais plus dans quel sens. J'ai l'impression qu'ils ont appliqué cette devise-là. Ouais. Au-delà de ça, effectivement, l'amendement qui était proposé, qui était aussi proposé par mon groupe, vise à dire que le RSA va augmenter de 4%. Les collectivités locales, on le sait, les départements versent déjà plus de RSA que ce qu'ils reçoivent comme compensation de l'État. Donc là, c'est de leur dire, on vous compense la hausse. Je pense que les députés Horizon ont eu raison et, à mon avis, ils n'ont trahi personne, en tout cas pas les départements. Ça soulève deux questions. La première, c'est une question politique. On a l'impression que l'Assemblée nationale, sous cette nouvelle configuration, a retrouvé son pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Et c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Chaque débat peut créer une surprise. Chaque débat, vous rentrez dans un débat et vous vous dites « j'ai une chance de convaincre ou de pas convaincre. J'ai une chance d'emporter un vote ou pas ». Ça, c'est nouveau. Et c'est très bien, ça remet la France dans le rang des grandes démocraties où le Parlement a un vrai pouvoir. Le risque, c'est peut-être un pays ingouvernable ? On compare souvent avec l'Italie, évidemment. Oui. Alors, tout ça, c'est quand on veut agiter, on se dit, oh là là, la démocratie, il y a toujours des surprises, c'est dangereux. Non. La démocratie, c'est un Parlement qui joue son rôle. Ceux qui ont peur de ça, ce sont ceux qui, dans le fond, refusent ce versant-là de la démocratie et refusent surtout d'aller négocier. Le gouvernement, rien ne l'empêchait de dire « je réunis les différents groupes politiques et je vois comment on peut faire en sorte que les 4%, je prends par exemple sur le RSA, puissent être compensés. Quelle est la proportion qui peut être compensée au département ? Ça, c'est une discussion qui pouvait avoir lieu avant et ça aurait sans doute évité des surprises au ministre de l'économie et des Finances. Mais c'est bien que le Parlement, dans une démocratie, retrouve son rôle, l'Assemblée nationale, comme ce qui est le cas dans les grandes démocraties dans le monde. L'autre question dont je parlais, c'est le financement des collectivités locales. Suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation. Au fil des réformes, les collectivités ont de plus en plus de mal à assurer leur financement. Surtout, elles sont de plus en plus dépendantes du pouvoir de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont des dotations qui leur viennent de l'État. Vous prenez les régions, elles n'ont quasiment plus aucune ressource propre. C'est-à-dire que tout vient de l'État, elles ont un bout de TVA, etc. Donc, elles dépendent du gouvernement en place. C'est contraire à l'esprit de la décentralisation. Évidemment, les collectivités s'inscrivent dans un ensemble, bien entendu, mais c'est contraire à l'esprit de la décentralisation où on laisse un peu plus de marge de manœuvre. Là, effectivement, on est arrivé... Alors, c'est l'anti-décentralisation, plus
puisque quasiment, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes et les EPC, et les communautés de communes sont soumises au bon vouloir de l'État qui, à chaque fois, peut décider de ce qu'il fera. C'est très dangereux parce que, vous savez, dans quelques jours, on va examiner le pacte de stabilité qui est envoyé par le gouvernement à Bruxelles. Et ce qui est toujours fou, c'est que le gouvernement en dit plus à Bruxelles qu'il en dit aux parlementaires nationaux, en disant voilà comment je vais faire. Eh bien, quand on lit ce document, on a quelques surprises et qui notamment portent sur les collectivités locales. On va parler de la transition écologique. Ce week-end, dans les colonnes du JDD, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, confirme que la sobriété énergétique sera vraiment un axe fort du gouvernement. Et elle menace de sanctionner les entreprises qui ne joueront pas le jeu, notamment dans le secteur du commerce. Oui, alors, Agnès Pannier-Runacher est ministre de l'Énergie. J'ai fait voter un amendement la semaine dernière contre l'avis du gouvernement, qui visait à dire il faut peut-être que maintenant elle se mette en mode planning et organisation de savoir ce qui va se passer si jamais on a des coupures de gaz, et on en aura en septembre prochain. Tous les pays ont défini un planning en disant les hôpitaux sont d'abord prioritaires, puis ensuite les entreprises industrielles. Tout le monde connaît son planning. En France, pour l'instant, le flou persiste. Donc j'invite la ministre à se pencher rapidement sur cette question-là. Effectivement, le bon sens veut qu'on ne mette pas un magasin climatisé et qu'on ouvre les fenêtres et les portes, ça on est bien d'accord. Ça fait très longtemps qu'on le dit. Mais c'est bien longtemps qu'on le dit, mais ça, il faudrait aussi qu'elle se remette sur son sujet, qui est de dire comment on organise de manière précise et vraiment structurée les différents plannings pour la livraison de gaz et les coupures qui risquent d'avoir lieu. Et j'ai fait aussi voter un amendement pour que l'État soit transparent sur la solidarité européenne. Quand est-ce que la France va livrer du gaz ailleurs et quand est-ce qu'elle en reçoit? Ça serait très bien qu'on puisse être informé de ces points-là. Merci beaucoup Valérie Rabault, députée PS du Tarn et Garonne.